politique, je crois qu'il y a un calypso comme ça, hein, de Exile-One. Oui. Enfin, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de la vraie politique, et encore que la politique culturelle aussi, elle est bonne. Et on va commencer en saluant Daniel, tout de suite pour ne pas oublier qu'elle nous parle de la politique culturelle de la ville de Fort-de-France. À toi, Daniel. Bonjour, bonsoir à tous. Tu as parlé d'Exile-One, c'est pas par hasard, parce que Exile-One était dans nos eaux grâce au Festival de Fort-de-France. Alors bon, il y a déjà 2 semaines qui se sont passées, parlons de la semaine qui s'annonce. Avec Murmuration, mais il y a 3 spectacles, dont un supplémentaire, malheureusement c'est complet, mais il faut saluer parce que c'est une grosse troupe qui a un succès international et que nous avons la chance d'avoir à des prix défiant toute concurrence. Et ensuite, on a une troupe de Cuba avec Habana Félix qui vient lundi et mardi. Mercredi, c'est le tour des enfants avec le parc floral, le parc Aimé Césaire qui sera... Puis il y aura plein de manifestations, des spectacles au Grand Carbet, des marionnettes lumineuses. Et puis samedi prochain, donc le 20, nous avons la Nuit indienne et qui décline la culture sur tous ses aspects, c'est-à-dire l'aspect visuel avec des marionnettes, des spectacles, mais également l'aspect culinaire avec un dîner à 2 services avec 2 chefs, un chef indien et un chef martiniquais, Ducteil, et puis également d'un défilé avec une designer indienne, et puis Mouquin, qui est un martiniquais, et qui est aussi inspiré par... Donc il y a vraiment de quoi satisfaire absolument tous les goûts. N'est-ce pas, Christian? Comment ça va? Oui, écoutez, puisque tu parlais de militantisme culturel, je vais faire un petit clin d'œil au défunt Radio Apal. Ouais. Parce que Radio Apal, c'est quand même une radio qui a... Dépose la clé sur le père. Voilà, qui a interpellé, qui a mis en valeur l'identité martiniquaise, un petit peu comme le festival, bien sûr. Absolument. Et bon, mais en même temps, je me pose une question, je me dis, est-ce que c'est pas aussi la déclinaison, si vous voulez, de la voix indépendantiste en Martinique? Enfin, c'est plus large comme problématique. En tout cas, voilà, je vais faire un clin d'œil à ces militants de Radio Apal. En tous les cas, ce qui m'a un peu angoissé, puisque je pense à la chose que nous faisons, toi et moi, c'est qu'ils déposent la clé, ils mettent la clé sous le paillasson par faute de militantisme, de recrues. Alors il faut se renouveler pour attirer les jeunes. C'est une angoisse terrible. Bonjour, monsieur de Rénal. Bonjour Gérard, bonjour tout le monde. Non, mais je pense que ce que tu viens de dire sur Radio Apal, c'est peut-être aussi le signe d'une vraie évolution de l'usage des médias. Les médias traditionnels étaient jusque-là branchés sur le militantisme politique. Aujourd'hui, les règles ont changé. Le militantisme change de bord, va chercher plutôt des ressources dans les réseaux sociaux, dans les médias directs. Donc il y a aussi une société qui évolue dans sa structuration médiatique. Et donc ça, c'en est le signe direct, je pense. Vous savez que ça pourrait faire un débat extraordinaire. Les résultats du second tour, je suis frustré, des élections législatives, les faits les plus importants, d'abord les protagonistes, le Front républicain, le nouveau Front populaire, le Rassemblement national, et puis, j'ai dit les Républicains, c'est ça? Bon. OK, oui, les Républicains, c'est pas le Front populaire. On est très clair sur la terminologie pour ne pas se mélanger les pinceaux. À l'issue du second tour, avec une participation très importante de 66,63%, je crois que la plus importante, ça avait été celle pour... à l'époque de Giscard d'Estaing, il avait touché 81%. Le nouveau Front populaire à 160, vous me corrigez, puisque tu as le tableau sous les yeux, à 178 sièges. La projection du ministère de l'Intérieur avait été de 186. Ils n'ont obtenu que 188 sièges, donc une majorité relative. Le groupe Ensemble, c'est le groupe de la majorité qui a Horizon, UDI, etc., fait des macronistes. Ouais. Ils ont 150 sièges et pour une projection du ministère de l'Intérieur qui avait été de 135. Les Républicains, 143 sièges pour une projection initiale de 198. Il y a de quoi être déçu. Et les Républicains, 39 sièges. Là, pas de grosse émotion, puisque le ministère de l'Intérieur leur avait prévu, 40 sièges. Et puis une soixantaine d'autres, les divers droites, divers gauches, régionalistes, etc. Ça fait quand même une soixantaine. 57, plus précisément 57. Et là, on atteint le total de l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire avec 25, retenez, essayez de retenir les chiffres, c'est difficile, moi c'est pas ma qualité première, 25,68% des voix, l'ensemble a obtenu 23,15%
le Rassemblement national, malgré ses 32,5% des voix, ce qui fait de lui la première force dans les urnes, en population, que 88 sièges, plus ses 39 du premier tour, et les élus sous bannière, les Républicains et Rassemblement national, les Républicains de M. Ciotti, enfin comme vous voulez. Moi, je voudrais qu'à ce niveau-là, que Daniel nous explique, comme je l'ai demandé, comment on peut avoir plus de voix et moins de sièges. Est-ce que c'est démocratique cette histoire-là? Est-ce que c'est acceptable? C'est totalement démocratique. Les élections, justement dans un pays démocratique, il y a plusieurs types d'élections selon les institutions. Donc, il y a pour les municipales, et il y a pour les présidentielles, et puis il y a pour les législatives. Et les législatives, c'est un scrutin, ce qu'on appelle uninominal à 2 tours. Ça veut dire que c'est une personne, il y a un député par circonscription. Et comme le tableau le montrait tout à l'heure, il y a 577 circonscriptions. Donc, les élus sont des élus par circonscription. Et ce qui explique que le Rassemblement national ait plus de voix, c'est qu'il a présenté des candidats dans plus de circonscriptions. Voilà. Donc, à partir du moment où il a présenté des candidats dans 451 circonscriptions, alors que, je parle du deuxième tour, que le Nouveau Front populaire en a présenté dans 288 et Ensemble dans 238. Donc, forcément, on va comptabiliser toutes les voix du candidat du Rassemblement national, mais comme les autres n'étaient pas dans toutes les circonscriptions, on ne peut pas comptabiliser de voix. Donc c'est une hérésie totale de compter le nombre de voix lorsqu'il s'agit de législatives. Avec des présidentielles, c'est possible, mais bien sûr. Attends. Mais alors, à ce niveau-là, c'est intéressant. Alors, quand le Rassemblement national dit qu'il y a eu barrage, que c'est une qu'il y a eu un hold-up démocratique, mais tout ça, c'est... Explique. Oui, non, mais c'est bien parce qu'il veut traduire sa défaite avec des slogans et avec des termes qui sont destinés à frapper la population, à frapper l'imagination. Prenons un exemple. Où le nombre de voix ne veut pas dire forcément gagner. Prends l'exemple des États-Unis. Quand Donald Trump a été élu, il a été élu contre Hillary Clinton. Hillary Clinton avait 2 millions de voix de plus que Donald Trump. Et c'est pourtant Donald Trump, parce que le système électoral, avec le système des grands électeurs, fait qu'il a eu le plus grand nombre de grands électeurs. Donc, la question qui peut se poser, est-ce que le Rassemblement national, mais il s'en fout, est un parti qui considère que les institutions de la Ve République sont des institutions à respecter. Parce que quand il dit ça, ça veut dire qu'il considère que le principe des scrutins qui existe depuis des années. Et donc il faut respecter, puisque c'est un principe comme dirait Kipling, ça fera l'objet d'une autre histoire. Alors ces résultats peuvent déboucher sur une cohabitation particulière, singulière, dans un contexte où l'on n'est pas habitué à ça, un régime d'assemblée du fait de l'inexistence d'une majorité absolue. Qui dit régime d'assemblée dit 3e, 4e République avec le désordre, pour ne pas avoir un mot plus vulgaire, et l'éventuelle démission, on peut toujours, c'est en filigrane, l'éventuelle démission du président s'il n'arrive pas à obtenir un gouvernement de coalition. Le Front républicain est réapparu comme par enchantement, alors que pour tout le monde, avant le deuxième tour, c'était quelque chose de mort, il y avait plus de sentiments civiques et républicains, au vu des résultats de l'extrême droite. Alors, mes questions sont les suivantes. Là, vous allez maintenant travailler, mes petits camarades. Le retour du Front républicain, est-ce qu'il suffit effectivement à expliquer le renversement auquel on a assisté? Est-ce que c'est uniquement la peur de l'extrême droite qui explique et puis une majorité absolue, qu'ils se sont ressaisis, ou est-ce que ça reste quand même dans le code génétique des institutions politiques françaises? La parole circule 3-4 minutes. Enfin, moi, je pense que le Front républicain, c'est un front qui s'est mis en opposition au Rassemblement national. Clairement. Donc, c'est que ça. Pourquoi? Pour moi, c'est que ça. Fondamentalement, c'est que, à la marge, il y a peut-être autre chose, mais fondamentalement, on a associé des forces politiques qui, sur des propositions positives, n'avaient pas de raison de s'associer, mais qui n'avaient des raisons de s'associer que sur la raison négative de bloquer le Rassemblement national. Moi, je pense que oui, c'est principalement... Un front républicain, c'est effectivement faire front contre quelque chose. Et c'était, pour les électeurs, faire barrage au Rassemblement national, clairement.
Christian? Écoutez, les 2 élections précédentes montrent qu'il y a eu une panique au niveau européen et le premier tour. Donc cette panique, effectivement, a rassemblé tous ceux qui étaient opposés à cet extrême. Donc je pense effectivement que le Front républicain a eu son incidence sur la défaite, si je puis dire. Donc on va tout dire. Donc ma prochaine question, quand il y a la réponse, je la pose quand même, je me sens un peu ridicule, vous avez été tellement radicaux. Comment un Front républicain, quand même je pose la question, a pu se constituer? Il faut croire qu'il a été formé une nuit et que c'était une sorte de poème épique, ce programme du Front républicain, sur une base très, pas littéraire n'est pas le juste mot, mais vraiment qui est faite de grande volonté, de grands desseins, complètement coupé hors sol, coupé d'une réalité économique, coupé d'une réalité sociologique même, dirais-je, compte tenu des forces en présence. Daniel? Oui, non, mais comment dirais-je, le Front républicain n'est pas un Front républicain de programme. Le Front républicain est un Front républicain de barrage. C'est-à-dire qu'on considère qu'on ne veut pas qu'une force... J'enlève ce que je dis, le nouveau Front populaire. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait empêcher que vienne au gouvernement une force... Le nouveau Front populaire. Oui. Adapte ta réponse à ma question, que je formule autrement. Oui, alors... Est-ce que ce nouveau Front populaire, qui s'est constitué, pouvait espérer que, comme ils le font jusqu'à maintenant, que ce programme, il est intangible et qu'il correspond à une réalité? Alors là, pas du tout, justement, non. Alors là, autant, oui, là, ça fonctionne. On est sûr que ça fonctionne, le barrage. D'autant que, permets-moi de le dire, que le Rassemblement national a montré entre les 2 tours une certaine incapacité à être un parti de gouvernement. Parce qu'on a entendu ces différents candidats et ils étaient d'une telle incompétence qu'il y a un certain nombre de lecteurs qui se sont dit peut-être inquiets de voir de telles personnes arriver à l'Assemblée. Non, mais il y a vraiment des bourdes extraordinaires, au-delà des propos racistes, homophobes, etc., sur la compétence simplement. La presse ne les a pas ratés. Donc je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'électeurs qui se sont dit mais non, ils ne peuvent pas venir au gouvernement. Christian? Moi, il y a un truc qui me... Je regardais Éric Coquerel à la télé. Éric Coquerel, c'est un bras droit de LFI, quoi, en tout cas. Et il dit les Français ont voté pour notre programme. Oui. Ça m'a choqué. Oui. Ça m'a choqué. Macron l'avait déjà fait aussi. Macron, il avait dit ils ont voté pour mon programme. Non, moi je pense que les gens votent par opposition. Les gens rejettent ce qu'ils ne veulent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à un programme. Mais je te fais remarquer que très tôt, le camarade de ma gauche, qui est donc à droite, il disait ça, il disait, pourquoi, avec un air désespéré, ça me faisait sourire, pourquoi on ne voterait pas pour, pourquoi on vote contre dans ce pays-là? Pourquoi on vote contre que tout le temps, il n'y a jamais une adhésion positive en citant, en comparaison des Parisiens, en citant d'autres pays? Continue, je t'ai interrompu. Non, enfin, bon, je crois que j'ai dit l'essentiel, mais ça m'interpelle toujours, parce qu'en réalité, on sait bien que les Français ont voté pour que le Rassemblement national ne soit pas au pouvoir. Parce qu'effectivement, il y avait une panique, en tout cas, dans le pays. Par ailleurs, nous avons eu l'occasion de parler aussi du programme du Nouveau Front populaire. Le Nouveau Front populaire, ils ont fait un programme en 4 jours, et on se rend compte bien que ce programme, ni comme celui du Rassemblement national, n'est pas vraiment viable. Donc, à partir de ce moment-là, on vote par opposition. On vote pour choisir, non pas un programme, mais un parti. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le temps, effectivement, de le préparer. Tout ça est un peu bâclé, de préparer un mode de résolution des conflits après, et puis ils sont maintenant pris entre deux vitesses. Rappelez-vous la campagne du second tour. Quand on disait au Nouveau Front populaire, mais vous n'êtes pas d'accord sur le programme, la réponse était de dire, on verra plus tard. L'urgence, c'est de faire barrage. Maintenant, on est dans le plus tard. C'est-à-dire qu'on y est maintenant. Et là, on comprend qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Et je ne sais pas, si vous l'avez vu, il y a une lettre qui a été publiée par Jean-Yves Le Drian, qui est remarquable, qui est très bien faite. Lui, il est plutôt socialiste. Et cette lettre s'intitule « Amis sociodémocrates, comment peux-tu » Je ne sais pas si vous avez vu passer ce document, qui est vraiment formidable. Et il dit « Comment peux-tu soutenir un programme en rupture avec l'Union européenne ?» Et là, il s'adresse aux écologistes et aux socialistes du Front populaire. Comment peux-tu soutenir un programme qui provoque immédiatement le déficit et la banqueroute? Il utilise le mot banqueroute dans sa lettre. Et comment peux-tu soutenir un programme qui ne dit pas un mot sur le nucléaire à l'heure où le sujet énergétique est central? Donc il pointe des incohérences
qui sont quand même assez essentielles pour conduire Déjà, est-ce qu'on peut dire que le premier tour a éliminé Macron et que le second tour s'est opposé, c'est un cliché, hein, une question cliché, éliminer le Rassemblement national. Est-ce qu'on peut schématiser comme ça, et que c'était ça? Enfin, éliminer le... Moi, je pense... Enfin, éliminer pour les législatives. Pour les législatives, oui. Pour les législatives, pour les législatives. Oui, oui, non, mais je crois que oui, objectivement. Mais en même temps, ce qui est plus préoccupant, c'est que chacun a eu son programme, et c'est normal, chacun défend son programme, qu'il soit réalisable ou pas réalisable. L'avenir leur dira, c'est une question de responsabilité politique, de savoir comment tu réajustes une politique en fonction de la situation. Bon, il a fallu faire face à une situation. Maintenant, la prochaine étape, c'est effectivement, ça sera, mais on en parlera, la constitution du gouvernement. Parce que là, c'est forcément le temps des compromis qui va arriver. Et le temps des compromis dans une composition de gouvernement va entraîner des compromis dans savoir quelles sont les mesures qui seront adoptées d'abord. Alors, on fait un peu de Mme Soleil, de politique fiction. Quelle alliance possible? Mais dites ça sans appui, sans vouloir avoir raison, parce que personne n'a raison. Alors, moi, je peux me Personne n'a gagné, personne n'a raison. Je ne crois pas pour le moment à une coalition de gouvernement qui, du moins maintenant, qui comprendrait du nouveau Front populaire sans LFI jusqu'à Ensemble. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois que c'est trop tôt. Peut-être qu'il faut attendre qu'il y ait un gouvernement qui soit un gouvernement, entre guillemets, pur et dur, qui correspond. Et puis peut-être qu'une fois qu'il sera tombé, à ce moment-là, on pourra envisager un gouvernement de coalition parce qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Voilà. Mais écoute, la situation est bien compliquée. Hein. Manifestement, dans tous les débats qu'on voit, on voit qu'il y a un mal fou à constituer une équipe gouvernementale. En réalité, si on prend les électeurs, on peut se dire que tout le monde a répondu un petit peu au Front républicain. Hein, c'est-à-dire que le Front républicain a gagné. Maintenant, quelle est la capacité de ce Front républicain à se mettre ensemble pour avoir un gouvernement? Pour l'instant, nul. Hein. Pour l'instant, c'est pas évident, parce que celui-là te dit, je veux bien avec les socialistes, et sans les écologistes, sans LFI, ou celui-là prend les écologistes, mais prend pas LFI. Enfin, c'est très complexe. Emmanuel. Alors, il y a beaucoup à dire. Bon, le pronostic que je vais dire, je vais me tromper forcément, parce que je n'ai jamais eu raison dans ces analyses-là. Mais moi, l'analyse que je fais, c'est le gouvernement ne sera pas issu du Front populaire. Ça ne me paraît pas possible. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de réunir une majorité, il s'agit de réunir un groupe dont l'opposition ne sera pas majoritaire pour les bloquer. C'est ça, la structure, techniquement. Or, si c'est un gouvernement qui émane notamment des LFI et de ses affiliés, la motion de censure est immédiate et certaine. Et pareil pour le Rassemblement national. Fais les additions pour nous, pour voir ce qui fait. Alors moi, j'ai fait trois additions qui me paraissent parlantes, possibles. Quand on dit le front républicain a gagné, le Front républicain, en réalité, ça va du Parti communiste, si on enlève LFI, jusqu'au LR, si on enlève le Rassemblement national. Ça correspond à 357 députés. Tu as enlevé les écologistes aussi? Non, j'ai gardé les écologistes. J'ai gardé les écologistes. Si ensuite, ça veut dire qu'il y a une majorité du Front républicain tel qu'il s'est manifesté, objectivement. Si maintenant on rogne un petit peu et on dit on va du Parti socialiste, parti de gouvernement, jusqu'au républicain, parti de gouvernement, en incluant le parti centriste macroniste, on arrive à 303 députés, donc une majorité absolue. Et ça, on parle la majorité absolue, rappelle, c'est 289. Et si on supprime les socialistes, c'est-à-dire qu'on va du rassemblement, ensemble, jusqu'aux républicains, on compte 231 députés, qui est une majorité relative cette fois-ci. Voilà les additions qui sont faisables. Alors, l'analyse que moi je fais sur une des hypothèses, je pense que Macron, il veut rallier les républicains. C'est ça son calcul. Il veut plutôt riper à droite. Et puis ça ne suffira pas. L'hypothèse est la suivante. Pour l'instant, c'est niet, mais la poutre bouge quand même. On voit le niet d'aujourd'hui n'est pas exactement le même niet. En politique, rien n'est définitif. Et lui joue le temps pour laisser les choses se faire. Et le calcul, à mon avis, c'est de dire, on fait peut-être même, pourquoi pas, nommer un Premier ministre qui est issu des Républicains,
qui pourrait porter... Non mais attends, je vais au bout du raisonnement. Qui pourrait porter des mesures que ne pourraient pas contredire le Rassemblement national, de manière à ne pas avoir un barrage. Donc ça peut être des mesures sécuritaires, par exemple. Donc, je pense qu'ils vont construire. Et puis ensuite, ils vont faire des lois, des propositions sur, par exemple, le pouvoir d'achat, pour ne pas avoir le blocage du Front populaire. Donc il y aura une espèce de construction, texte par texte, sur la base d'un gouvernement. On s'est compris. Oui, mais alors pourquoi ça ne serait pas plus sage de faire ce que tu as dit, je suis d'accord, et puis de prendre à bras le corps les dossiers qui gênent, retraite, santé, chômage. Est-ce qu'ils ont le courage de faire ça pour vous calmer? Parce que sinon, ça va être la chienlit en France. Oui. Non, mais on ne peut pas ne pas, avec un résultat des élections, où qu'on le veuille ou non, c'est quand même la majorité présidentielle qui a perdu, que le Front républicain a gagné avec quand même le nouveau Front populaire en tête de liste, on ne peut pas concevoir un gouvernement où il ne serait pas. À mon avis, ça passe pas dans le pays. À mon avis. Sinon, c'est le désordre dans la... À mon avis, ça passe pas. Bon. Et on ne peut pas non plus fracturer non plus le nouveau Front populaire, hein, parce que cet ensemble de partis qui sont Mesdames Soleil, je vous ai laissé la parole. Et des choses... La Ve République a connu des cohabitations qui n'ont pas entraîné le désastre en France. Oui, c'est vrai. Souvenez-vous. Mais un bémol près, c'est que la majorité issue avait la majorité absolue. Alors, je rappelle quand même que de 86 à 88, c'était Jacques Chirac, Premier ministre de François Mitterrand. De 93 à 95, c'était, souvenez-vous, j'avais oublié tout ça, moi, Édouard Balladur, Premier ministre de François Mitterrand. Balladur, vous vous souvenez? Balladur en retrait. De 97 à 2002, avec Lionel Jospin, Premier ministre de Jacques Chirac. La France n'a pas déposé son bilan. Il y avait des majorités. 5 ans, une cohabitation. De 97 à 2002. 5 ans sur 7 ans. Il y avait des majorités parlementaires. Mais il y avait une majorité. Alors, je pose la question. Alors, on a beau appeler ce jeune homme, parce que je pourrais être son père. Je suis désolé. Honteux, mais quand même son père. Je parle de Macron, qu'on a qualifié de Jupiter. Pourquoi il ne se plierait pas à l'intelligence d'un exercice partagé ainsi du pouvoir? Pourquoi il ne serait pas capable de faire ça? Pourquoi il n'aurait pas l'humilité? Votre réponse que je devine. Ça ne me paraît pas impossible. Hein. Ça ne me paraît pas impossible. La difficulté, me semble-t-il, c'est de le faire tout de suite. Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être être difficile de faire tout de suite et qu'il faudra en passer par un autre. Mais je pense qu'il n'a pas vraiment le choix de faire cet exercice-là, de trouver une équipe capable de considérer que l'intérêt de la France qui serait une forme de cohabitation. Oui. Adaptée à la situation, à sa personnalité, à son tempérament, à l'exercice du pouvoir. Vous êtes d'accord? Moi, je pense que Emmanuel Macron, on l'aime ou on l'aime pas, c'est quand même lui qui a porté l'idée du en même temps, en essayant de rallier deux logiques, enfin de rompre la fracture droite-gauche. C'est quand même ça son point de départ philosophique. Qu'il a essayé. Et qu'il a échoué. Mais aujourd'hui, force est de constater que les postures, elles ne sont pas que chez lui, elles sont dans tous les partis. Oui. Quand on regarde les LR, ils sont bouqués sur leur petit périmètre. Les sociodémocrates également de leur côté, LFI de son côté. Chacun, on est dans des chapelles où il n'y a pas beaucoup de porosité. Donc c'est le seul responsable sur le plan des compromis possibles, ça n'est pas que Macron. C'est chacun est dans sa posture. Et on n'est pas encore dans un régime allemand ou... Juste une question. Oui. Est-ce que justement ce cheminement n'est pas en train de se faire, parce qu'on est habitué, on a l'impression qu'on ne veut pas en sortir de ce bloc, ce face-à-face, comme si il fallait que la France soit deux blocs. Lui, Macron, il a considéré qu'il fallait sortir de ces deux blocs. Mais quand on regarde la réalité des votes, on est sorti de ces deux blocs. On est sorti. Donc peut-être qu'il faut que la France fasse l'apprentissage de trouver des représentations politiques qui puissent représenter les différentes opinions des Français. Je ne veux pas en faire un débat, mais on voit comment Macron a fragilisé son propre camp. Beaucoup de députés qui n'ont pas été réélus. Vous savez, il y a des turbulences extraordinaires à ce niveau. Bien. Et alors, de l'autre côté, compte tenu de la situation, moi j'ai envie de dire que c'est peut-être le temps qui apaisera les choses. Voilà, c'est pour ça que le président de l'Assemblée du Sénat, il faut laisser le temps au temps. Le président du Sénat, Gérard Larcher, il propose déjà que ce soit en septembre, vous voyez, que de laisser le gouvernement Attal jusqu'en septembre. Donc,
Est-ce que les choses vont s'apaiser progressivement? Parce qu'à terme, il faudra trouver une solution. Vous savez qu'il y a pas une hypothèse, mais enfin, il y a une analyse qui dit que si le Front National avait eu une majorité absolue, donc Jordan Bardella aurait été Premier ministre, et qu'il se serait retrouvé confronté aux réalités dures économiques et sociales actuelles, et que du coup, dans la foulée, Marine Le Pen verrait passer devant elle les présidentielles. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est du pain béni pour le Rassemblement national. Oui. C'est la situation idéale pour le Rassemblement national. D'ailleurs, regardez comment ils sont exemplaires en communication en ce moment. Ah oui, ils ont commencé leur... Non, en communication, ils commencent à faire la chasse aux sorcières dans leur rang. Apparemment, ça je parle de communication. Oui, de la communication. Ils sont exemplaires. On sait que c'est faux, Daniel, mais c'est évident. Et donc, il faut le dire. Oui, il faut le dire. C'est bien ce que je dis. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans une autoroute là qui les mène à l'Élysée assez facilement parce qu'ils sont dans le confort de l'opposition qu'ils vont habiller de responsables. Ils vont se retrouver avec, comme dirait notre ami, il dit, pété de fric, plein de pognon, avec la loi financière. Et le tumulte se fait de l'autre côté, de l'autre bord, c'est LFI, Front Populaire, et eux, ils sont en train de... Ils sont même allés jusqu'à dire qu'ils ne vont pas s'opposer, ni déposer de motion de censure, ou qu'ils vont même voter des mesures qui vont dans le sens du bienfait de la France, même si elles sont proposées par le Front Populaire, et même proposées par, à la limite, LFI. Je ne sais pas s'ils ont poussé le bouchon aussi loin. Dans l'habileté, j'allais dire la démagogie, mais ce n'est pas le mot juste de cette analyse. Oui, mais je pense qu'il faut se garder de penser que les choses sont déjà balisées pour les présidentielles. Non. Moi, je pense que c'est pas. Non, j'ai pas dit ça. La tendance est nette quand même. J'ai pas dit ça. Non, mais c'est sûr. Mais attends, au premier tour, tous les médias disaient bon, le Rassemblement national, il aura presque la majorité absolue. C'était ça au premier tour. Une semaine après, il se retrouve en 3e position. Et est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en fait, Marine Le Pen, on l'a vu, n'est qu'apparemment battue, que son parti a gagné beaucoup de cette consultation? D'autant plus que la constitution d'une coalition, on l'a vu, est très difficile, et faire ressurgir les vieux démons des partis. Est-ce que ce n'est pas ça le plus grave? C'est le tout, on l'a déjà vu. Les démons des partis, les vieux démons des partis, est-ce qu'ils ne vont pas revenir tout de suite? Vous savez, les obsessions que l'on a. On l'a vu, ce qu'on pourrait estimer le centrisme, se recroqueviller sur les idées. Est-ce qu'on n'est pas, contrairement à ce que on pourrait espérer, est-ce qu'on n'est pas en train d'aboutir à une sorte de refermeture des pensées, des idées, et non pas arriver à réfléchir à la proportionnelle, à admettre une cohabitation, réfléchir au système de la Ve République? Est-ce que cette expérience va servir? Voilà ma question. Elle devrait, parce qu'on n'a jamais tant parlé depuis les élections d'Emmanuel Macron, où il n'avait pas la majorité absolue, on n'a jamais tant parlé des institutions de la Ve République. Avant, quand on avait la majorité absolue, c'est simple, tout passe. Tandis que maintenant, les Français, c'est pas facile parce qu'on a plus l'habitude, dans le débat politique, de parler de choses qui opposent, d'être dans l'émotionnel. Mais les institutions, c'est quand même ce qui tient un pays, ce qui permet de fonctionner. Malgré toutes les oppositions, le pays vit. Et donc, c'est peut-être l'occasion, c'est un apprentissage. Moi, je considère que c'est une... Il y a une marge de progrès possible. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Daniel, d'autant que quand on est objectif, les électeurs se sont comportés de manière plus digne que les partis. On le voit aujourd'hui. Les électeurs, ils ont voté pour... ils ont fait des choix qui n'étaient pas les leurs, mais ils l'ont fait en conscience. Alors que les partis, aujourd'hui, sont encore un peu bloqués dans leur posture. Mais il ne faut pas désespérer de l'intelligence qui va peut-être aussi tomber sur les partis qui vont finir par abandonner leur vieille posture, parce que la vérité, elle est dans la coopération, elle est dans le compromis. Et je pense que les Français, le peuple, attend maintenant des élus qu'ils fassent ce chemin de compromis. On n'a pas le choix, on ne peut pas rester dans les blocages avec trois partis qui se regardent en chaîne de faïence, c'est pas possible. Voici les armes du président Macron à l'heure actuelle. Il peut, dans le cadre d'une cohabitation, mais dans le cadre de ce qui va se passer après, il peut attendre 15 jours avant de promulguer une loi. Il décide, il réfléchit,
Dans un deuxième temps, il peut réclamer une nouvelle délibération d'une loi ou bien de certains aspects, de certaines dispositions de la loi. Il peut également conserver les secteurs un peu qu'il veut, parce qu'il n'y a pas, la Constitution ne prévoit pas la répartition réelle le champ de compétences de chacun. Alors c'est sûr qu'il va conserver la politique internationale, mais il peut ajouter à ça beaucoup de choses, notamment comme la nomination des personnalités qui se trouvent à la tête de l'État. Et ça, c'est important dans le fonctionnement démocratique du pays. Ma question est de savoir si il pourra réellement, dans le contexte un peu détérioré, délabré politique, est-ce qu'il espère, c'est sûr qu'il espère pouvoir utiliser ça, comme maintenant il espère, oui, il espère. Il compte bien calmer les choses et obtenir cette majorité nouvelle républicaine, comme il le dit, pour faire ce gouvernement d'alliance. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que réellement, compte tenu de tout ce qui s'est passé, est-ce que ce peuple, dans sa grande sagesse, va lui laisser cette latitude? Je pense qu'il faudrait déjà attendre le 18 pour savoir qui sera président de l'Assemblée. Parce que la personnalité est importante. Parce que pour le président, je crains que le curseur ne se soit un peu plus déplacé vers le Parlement, alors qu'il était focalisé sur l'Élysée. Ouais. Et selon les personnalités, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même à l'Assemblée un ancien président de la République qui est François Hollande. Et François Hollande, qu'on le veuille ou non, a une certaine autorité sur un certain nombre de députés. Selon la présidence de l'Assemblée, eh ben, il peut se faire que ce soit le Parlement qui récupère plus... Excellente réponse. Ben, écoute, moi, je ne sais pas. Hein, je suis en train de penser au gouvernement technique, comme ils ont dit, c'est-à-dire de prendre un certain nombre de personnalités qui ne soient pas trop marquées politiquement. Mais enfin, semble-t-il, ça s'est fait ailleurs. Hein. Mais enfin, voilà, je ne sais pas, je ne peux pas ajouter quelque chose de plus, mais... parce que j'avoue que c'est pas très simple. Hein. C'est pas une question, mais c'est quelque chose pour faire sourire, si on peut sourire de choses un peu vulgaires. C'est le titre d'un article de Jonathan Boucher-Peterson. Le titre est le suivant. Le déni des macronistes, après leur défaite, ne renforce-t-il pas la bordélisation ambiante? C'était pas une question. Hein. Alors, comme vous l'avez vu, la majorité sortante a quand même profiter de la dynamique du Front républicain, parce que sinon ils étaient morts. C'est reconnu, tous les observateurs, c'est pas de moi. Et cette façon de tout de suite oublier ce fait et de, en quelque part, entre guillemets, lapider le Front républicain, est-ce qu'il y a de l'honnêteté en politique? Est-ce qu'il peut y avoir un peu d'honnêteté intellectuelle en politique? Et reconnaître que d'une défaite dans laquelle ils se trouvaient, ils ont été quand même sauvegardés. Est-ce que ça peut influencer les choix? Est-ce qu'il y a de la morale en politique? Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, le Front républicain s'est construit dans une logique de barrage. C'était pas dans une logique de proposition et d'adhésion à des idées. Donc, quand on est dans le barrage, on efface un peu nos différences parce que l'urgence est le barrage. Et puis maintenant, on est face à nos responsabilités positives. Donc, qu'est-ce qui nous rassemble? Et là, on se retourne vers les programmes et on se rend compte que c'est compliqué de se retrouver. Donc, moi, je pense que et d'ailleurs, je l'avais dit sur ce plateau il y a quelques semaines. Moi, cette campagne de premier tour basée sur la logique exclusive de barrage, elle avait quelque chose de malhonnête. Parce que finalement, on disait oui, il faut faire barrage, mais pas on fait à quoi? Et quand on disait pas on fait à quoi, on dirait la seule réponse qu'on avait, c'était on verra plus tard. Voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Dominique de Villepin disait étape par étape. Ça, c'est aussi, exactement. Voilà. Exactement. Premièrement. Et deuxièmement, je crois me souvenir qu'il a dit aussi que le Front républicain, les Français ont voté pour le Front républicain, donc c'est le Front républicain qui doit être au gouvernement. Oui, c'est-à-dire que cette espèce de scission par rapport à LFI n'aurait pas sa raison d'être. Voilà. Et la Martinique, on n'en parle pas? Est-ce que le parlementarisme est une chose qui peut être inculquée à un peuple quand ce n'est pas sa culture au forceps? Est-ce qu'on peut décider brusquement qu'on va comprendre le fonctionnement de cette institution fondamentale de la démocratie qui est le Parlement? Pourquoi pas? Parce que c'est les circonstances qui l'y obligent. Hein. Moi, je veux dire, il faut se saisir des opportunités. Elles ne sont peut-être pas celles qu'on avait prévues, mais elles sont là. Il faut le souhaiter, en tout cas. Moi, je pense que c'est plus... De ce point de vue-là, je rejoins la pensée de Daniel. Ce qu'on est en train de vivre, ça peut peut-être faire évoluer les pensées politiques en faveur d'une logique parlementaire plus qu'une logique présidentielle, en mettant plutôt les bonnes combinaisons d'intelligence
pour faire porter des pensées de compromis. Et on a besoin de ça aujourd'hui. Donc je pense que c'est peut-être l'opportunité de grandir à ce niveau-là. Très bien. L'Outre-mer a obtenu ses 2 premiers députés en Outre-mer, c'est une tautologie, à La Réunion et Mayotte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'on avait pensé à une vague ultramarine, sans jeu de mots, pour Marine Le Pen. Comment on peut expliquer ce vote qui, contrairement à la dernière consultation où il y avait eu cette adhésion aux idées frontistes, comment expliquer pas ce retour de bâton, mais cette différence de tendance? Moi, je suis un peu perdu. Est-ce que ça veut dire que c'était effectivement un vote d'opposition à Macron? Non, peut-être c'est des réalités politiques et sociales. Regardez Mayotte. Mayotte, on sait bien que l'immigration, c'est un problème très fondamental pour Mayotte. Mais la Réunion. Sous réserve de pauvreté aussi. On a eu l'occasion de parler ici de la Réunion aussi. On a vu qu'il y a un pourcentage aussi très fort de pauvreté à la Réunion. Donc, si vous voulez, je pense que ce sont les douleurs qui conditionnent un petit peu les gens aussi. Puis il y a aussi le facteur personnel. Moi, je crois d'un individu. Le scrutin législatif, c'est le facteur de la personnalité du candidat est important. Il y a 2 choses à retenir. Il y a d'abord l'abstention, qui était importante quand même chez nous, contrairement à ce qui s'est passé sur l'Hexagone. Donc ça, c'est la première observation. Et la deuxième, je pense qu'on a quand même voté pour des marques, des étiquettes, malgré tout, indépendamment des personnes, s'agissant du Rassemblement national. J'ai même entendu dire des gens qui me disaient si on me propose un mulet ou une poule, dès lors qu'il a l'étiquette Rassemblement national, je vote pour lui. Parce qu'il faut faire barrage à Macron. Ça, c'est le vote anti-Macron. Et là, donc il y a eu ce phénomène-là, peut-être, aussi, qui a prospéré. Oui. Alors, pour sortir de la question du Rassemblement national, pour ce qui est de la Martinique, la question du parti, on peut se poser des questions sur la circonscription du centre où Johnny Ajar n'a pas été élu. Et là, moi, je pense que ça va faire l'objet d'une discussion. Mais moi, je trouve que quelquefois, les humoristes traduisent bien une situation. Et il y a un humoriste qui a prêté à Béatrice Bellé le fait de dire « c'est pas moi qui t'ai battu, c'est ton parti ». Oui, c'est vrai. Et Johnny Ajar a répondu « j'allais le dire ». Enfin, la photo de lui. Donc, quelquefois, l'humour traduit bien une réalité. Alors, il y a une réalité à Fort-de-France qui est qu'au sein du PPM, où il y a eu un clash terrible entre M. Ajar, opposé au maire de la ville, M. Laguerre. Il y a effectivement une scissure au sein de ce parti relative aux reproches qui peuvent être faits à M. Laguerre, mais qui remontent à très loin, d'avoir laissé occuper par les rouges vernois la petite place pendant si longtemps, de s'être laissé enchaîner au pied de sa mairie au lieu de monter à l'étage, de l'avoir reçu en toute officialité, d'avoir pas réquisitionné les forces de l'ordre contre les rouges vernois. Il y a ce reproche qui lui est fait. Puis il y a aussi cette explosion de Johnny Ajar devant le comité national élargi, qui est allé jusqu'à leur dire que ce parti est maintenant composé de négristes, etc., dans un discours suffisamment violent pour que ça ait créé, mais ça va, à mon avis, ça va se résorber et il y aura la paix reviendra au sein de ce parti, c'est ce que nous lui souhaitons, pour créer des dissensions qui font que, effectivement, beaucoup de personnes de ce parti majeur, qui devraient être le moteur, je le dis avec une certaine solennité, qui devait être le moteur de la campagne pour M. Ajar, que ces personnes du parti n'y ont pas participé. Mais ils n'y ont pas participé sur des bases de franchise de leur part et de ce qu'ils pensent être leur honnêteté. Moi, je crois que dans un parti politique, il y a d'autres moteurs que ceux de la relation personnelle. Là, les relations personnelles ont été mises en avant, obérées, on peut dire oblitérées par effectivement des oppositions. Et puis il y a aussi un conflit entre 2 générations. C'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas trop m'appuyer sur Fort-de-France. Simplement à dire, concernant M. Ajar, c'est que tout le monde s'était mis d'accord pour... Personne n'a attaqué son bilan.
Et c'était quand même, c'est ce qui est remarquable, c'est-à-dire que ce n'est pas sa personne qui a été en cause. Et donc, pour le reste, effectivement, on aura l'occasion de reparler. On va parler. Pour le reste, il y a eu des choses surprenantes. Mon plaisir, qui semble-t-il était un attelage impérial avec Azero. Bon. Et pour la première fois, apparemment, Azero a perdu dans sa ville. Dans sa propre commune, oui. Heureusement que mon plaisir a quand même fait un score dans la Saint-Joseph, parce que ça serait vraiment, à mon avis, la fin de la politique. Je pense que le maire du Prêcheur, qui est quand même l'un des députés qui a beaucoup travaillé, a été réélu sur la base de son travail. Mais c'est une opinion. Ça peut être que ça, et que les gens ont su reconnaître ses qualités. Si vous avez quelque chose à dire sur la Martinique, il nous reste rien. Moi, je veux dire, c'est pas très important, mais c'est vrai que le score de Giovanni William au Lamentin m'a frappé. Oui, 5900 voix. Au Lamentin. Au Lamentin. moi, je veux faire une petite remarque. Je reviens sur Fort-de-France. Pour moi, si je décadre un peu le regard, il y avait la compétition des appareils et puis il y avait le peuple. Parce que très objectivement, quand on n'est pas dans les coulisses des appareils, quand on écoute Johnny Aja et quand on écoute Béatrice Bellé, les idées sont très proches, elles sont excessivement proches. Il n'y avait pas de position idéologique, ils étaient totalement compatibles. Tout à fait d'accord. Et donc ça, c'est à un moment donné, qu'on ait cette humilité de dire, il y a peut-être ce qui se passe dans les appareils, qui sont les combinaisons, les ruptures, les conflits, et puis il y a le bon sens populaire qui finalement répartit les choses. Et je pense que Béatrice Bellé a bénéficié aussi du fait peut-être qu'elle était une femme, qu'elle portait très bien l'idéologie dominante dans la ville de Fort-de-France, que portait aussi d'ailleurs Johnny Ajar, mais bon, après, c'était une distinction. Elle a été soutenue aussi par Francis Carolle. Mais voilà, c'est vrai. Si peu. Enfin. Ça pèse. Je ne sais pas comment ça pèse. Pour revenir au Lamentin, j'ai quand même été surpris du score de notre confrère Edmond Mariette. Quand même, c'est sa commune. Enfin, peut-être qu'il y a une réflexion du maire du Lamentin qui mérite effectivement qu'on s'y attache. Il dit que s'il était allé sous son nom personnel, il aurait peut-être eu plus de voix que sur l'étiquette sur laquelle il est allé. Mais je ne sais pas s'il était Grand Assemblée. Il était candidat. Il était candidat du Grand Assemblée. Et le maire disait que s'il était allé sur son propre nom, il aurait peut-être eu plus de voix. Mais compte tenu de leur histoire, je crois que quelle que soit l'étiquette, ce même maire qui s'est transformé en politologue analyste, il n'aurait pas bougé un petit doigt pour faire lire son ancien compagnon. Mais ceci, je le taquine, puisque je ne pense pas un mot, c'est pour faire une boutade. On passe un petit jingle, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, un petit jingle pour la musique. Ouais. Un petit clin d'œil qu'on continue au pianiste. Je vais faire un petit clin d'œil précisément à Guy-Marc Vadleux, que je vous invite à découvrir dans une interprétation de Femme Martinique de Francisco. Ouais. De voir comment on a des ressources musicales qui aujourd'hui alimentent les musiciens modernes. C'est ça. Voilà. On n'est pas obligé d'aller chercher ni Miles Davis, ni John Coltrane. On a un répertoire chez nous qui nous amène à l'universel. Et on va continuer avec Bégonia. C'est une composition d'Alain Jean-Marie, interprétée aussi par un jeune pianiste, Jimmy Felvia.
on aura l'occasion de reparler de Jimmy Felvia, parce que ce sont des jeunes pianistes aussi à connaître, de Maïro Boa également, je vais en parler la semaine prochaine. Et là, on va continuer. Alors, je vais vous montrer simplement une petite prestation de deux instruments avant, un saxo-soprano et une trompette. Ça, c'est lors du concert de Big In Jazz Collective à l'Atrium récemment. Le sax-soprano s'appelle Joey Homicile. Il est originaire d'Haïti. Il a travaillé beaucoup au Canada. Il est actuellement en France. Et le trompettiste s'appelle Ludovic Louis. C'est un Martiniquais qui vit aux États-Unis et qui fait un petit peu le qui tour, joue avec les plus grands. Et qui joue avec les plus grands. L'iconiste. Donc, ce sont vraiment deux showmen, si je puis dire, extraordinaires. Ça dégage une énergie. Absolument. C'est extraordinaire. Quand on est en concert, vraiment, tout à fait. toute la salle est envahie par leur énergie. Alors, on les a proposés pour la nuit du 30 à Fort-de-France. J'espère que ça va se concrétiser, le 30 décembre, puisque chaque année, la ville de Fort-de-France propose un spectacle de très grande qualité. Et là encore, ce sont des œuvres, du répertoire traditionnel. Hein. On est allé à Jazz à Vienne avec ça, avec Mona, avec Alain Jean-Marie, avec tout ça. Encore une fois, je me permets d'insister, mais c'est pour montrer, encore une fois, que nous avons un répertoire qui peut s'adresser au monde, pour peu que nous nous donnons les moyens. Alors, on va terminer avec une opération que nous avons faite dans le temps aussi, c'était Apprendre dans ses begins, parce que nous avions, dans le cadre du festival du Big In Jazz, fait plusieurs concepts de formation, apprendre dans ses begins, apprendre washer begin, apprendre jouer begin, apprendre bat begin. Et là, on va retrouver un morceau de Mario Canonge avec une chorégraphie de Jean-Claude Lamourdière, que je salue au passage, qui a travaillé avec nous. Toujours la même approche, montrer aussi que dans la chorégraphie, nous avons un répertoire qui peut alimenter effectivement des inventions, oui. Des inventions chorégraphiques. C'est pas uniquement des doudous avec des coiffes qui dansent ça peut être dansé de façon moderne. Et là, c'est aussi un champ d'investigation que nous pouvons avoir pour faire en sorte que nos chorégraphes, si vous voulez, travaillent sur la mazurka, sur la biguine, sur le belay, et fassent effectivement le nécessaire pour que nous puissions avoir un langage qui va à l'universel. Très bien. On n'a plus rien à écouter, plus rien à visionner. Je voudrais quand même réitérer la proposition de la demande, mais enfin, on parle à nouveau du sujet portant sur le festival culturel de la ville de Fort-de-France. Parce que la dernière fois, il y avait un petit quiproquo, je voudrais quand même rectifier les choses, c'est important, où Eddy avait peut-être insinué en plaisantant que je ne voulais pas laisser parler de ça. Donc j'ai trop milité à titre personnel avec Pied, avec tous les camarades, avec Henri Pied, pour le festival culturel, pour l'existence d'une identité musicale et culturelle, pour qu'aujourd'hui je laisse même sous forme de boutade dire que nous n'avions pas participé. Bon, je n'ai pas de compte à régler avec personne, mais c'est que ce soit dit, que ce soit répété,
que le Naïf et ensuite Antilla ont toujours été à côté de toutes les manifestations culturelles, à côté de Begin Jazz, du Festival du Cinéma et de toute autre manifestation artistique qui exprime la réalité, l'identité de ce pays-là. Ce soit clair et net. Je vous remercie pour votre participation. Vous avez vu qu'on peut très bien se passer des grands politologues comme M. Elie Marajo, et vous avez été très pertinent, très précis. Donc, mais on l'aime beaucoup, donc on sera ravis de la voir la semaine prochaine. Et à vous tous, la semaine prochaine, et merci pour toute l'équipe. Je vous ai déjà dit qui c'est Mehdi Monrose, c'est David Torres, c'est Flore, et également Max Monrose lui-même, il ne faut quand même pas oublier le patron. Et puis Yann Fidel qui fait un bon petit travail de promotion pour nous. À très bientôt. Au revoir.